Voilà, alors on va se mettre un petit peu à l'arrière. Alors, cette seigneurie, c'est sûrement un lieu de justice. Il y a un prévôt, je vais vous expliquer tout ça, et il y a des gens qui écrivent, qui gardent les notes et qui rendent la justice. Il y a sûrement des sergents qui ferment les portes de la ville. Enfin, il y a toute une animation, quelque chose. Et vous verrez sur les plans que je vais vous montrer tout à l'heure, on a préparé ça. On a préparé ça. C'est pas les oubliettes. Hein, vous verrez que l'ensemble était pas fait comme ça, qu'il y avait deux bâtiments qui se rejoignaient. Donc, à mon avis, au centre, ça devait être très sombre, je ne sais pas. Ça a été démoli, rebâti. Il y a des choses qui laissent entrevoir qu'il y avait des bâtiments plus importants autrefois. Par exemple, ce bâtiment-là, il y a un rampant, une pente de toit de notre côté, mais de l'autre côté, il n'y en a pas. C'est un mur vertical. Donc ça a été, on va dire, un bâtiment tardif, sur le 19e siècle, qui s'est appuyé sur un mur qui existait déjà. Qui était déjà, même phénomène probablement pour celui-là, vous voyez, mais dans l'autre sens, basculé dans l'autre sens. Vous voyez, hein. Et alors, également, voilà, si Martine, vous voyez, là-haut, l'appareillage de pierre n'est pas très, mais si vous regardez par ici, on s'aperçoit, si on fouillait un peu, on verrait que l'appareillage est assez beau. Hein. Ah oui, ça c'est du calcaire, mais ça c'est du... Voilà, là, et peut-être qu'il y avait une voûte. Hein. Peut-être même qu'il y avait une voûte à deux portes, une porte cochère et une porte pour les piétons. Ouais, hein. oui, Comme bon. ça se faisait souvent au Moyen-Âge, Moyen-Âge, comme à l'entrée de la seigneurie du Moustier à Milly, par exemple. Hein, ça peut être quelque chose de ce genre-là. De l'autre côté, on voit rien. De l'autre côté, là, Non, on ne voit pas. Hélas, c'est-à-dire que le mur a été... je vous préviens, les amateurs de ruines spectaculaires vont forcément être déçus. Alors, si vous allez dans cette petite, par cette petite entrée, on voit encore le pavage de la grange. Alors, il semblerait que cette grange est brûlée à la Révolution. Peut-être ceci explique cela, j'en sais rien, pas de document particulier. Oui, c'est ça. Voilà, elle va jusqu'en Pignon sur la rue. Et les Donc, gens ont dû la faire. oui, après les propriétés ont été subdivisées et donc chacun a, je me souviens du père Échalier, qui était à côté. Échalier à Metz, qui était à côté. Il m'a dit un jour, cette grange, elle était tellement en ruine que j'ai eu peur qu'elle tombe sur la rue, je l'ai fait ébouler. Voilà. Et M. Bisson m'en avait parlé. Voilà. Voilà. Et alors, Puis un grand mur. vous voyez ce mur, ce mur, on voit par ici, c'est étrange. Hein. De l'autre côté, il y
il y a une toiture appuyée dessus, donc on s'en aperçoit pas. Mais ici, on se dit, tiens, c'est curieux quand même, ce mur aussi élevé. C'est pas l'ancienne muraille, non? Non, Non, mais non, c'est un morceau du mur de la seigneurie. Ah, d'accord. Hein, c'est un morceau du mur de la seigneurie. Voilà, alors écoutez, je passe sur l'emblème de Metz, mais c'est en même temps le logo de l'association. La seigneurie de Saint-Éloi. On a mis la tête du bon ministre de Dagobert, mais je vais en réalité pas parler de Dagobert, ni du bon Saint-Éloi. En fait, tout commence, non pas du temps de Dagobert, je crois que c'est au 7e siècle, hein, mais quelques centaines d'années plus tard, sous le règne des premiers Capétiens. Alors, justement, j'ai préparé quelque chose qui va nous aider. Oui, je situe ça au début pour vous dire que on a cette plaque de rue qui est à la fois juste et fausse nouvelle, parce qu'il n'y a jamais eu de prieuré Saint-Éloi de Metz. On croit quand on lit ça qu'il y a un prieuré Saint-Éloi de Metz. C'est faux. Plus on cherche et plus on trouve que c'est faux. Je dois dire que ceux qui ont écrit les deux monographies de Metz, une en 1899 et une en 1965, ils ont nagé dans ce problème, dans cette ambiguïté, la rue du prieuré Saint-Éloi. Ils ont tous dit qu'il y avait forcément un prieuré Saint-Éloi. Vous allez voir, c'est pas ça du tout. Il y a une seigneurie de Saint-Éloi qui dépend d'un prieuré Saint-Éloi de Paris. Et vous allez voir que ce prieuré Saint-Éloi, c'est pas n'importe quoi, il est en face le Palais Royal, et c'est des gens qui possèdent beaucoup de propriétés très riches. Alors tout ça fait que, en fait, Metz est lié à l'histoire de France, la grande. Hein, et si on veut comprendre un petit peu quelque chose à cette seigneurie, surtout au départ, dans les premiers siècles, 12e, 14e, 15e siècle, il faut d'abord faire un petit cours d'histoire de France. Donc je vais remonter aux Capétiens et à ce qu'on appelle l'avènement de Hugues Capet en 987 et à ce qu'on a appelé le domaine royal. Le domaine royal. Je vais vous expliquer ça. Voilà, alors, le royaume de France, c'est en fait la partie ouest de l'empire de Charlemagne. Hein. Les petits-fils de Charlemagne se partagent en trois. Il y a le royaume à l'ouest, c'est le royaume des Francs, puis il y a un royaume au milieu qui est la Lotharingie, et puis il y a le royaume de Germanie qui va donner l'Allemagne plus tard. Hein. Et celui qui était élu, car Hugues Capet n'est pas roi par descendance, il est élu. C'est le seul. Mais il est élu par peu de gens, hein, les pères du royaume. Mais ça fait rien. C'est pas un homme de dynastie, c'est un homme qui prend le pouvoir. Parce que les Carolingiens sont à bout de souffle, et les Carolingiens... Il y en a même un d'ailleurs qui a dû partir hors de France. On l'appelle Louis d'Outremer. Les Carolingiens... Les Capétiens... Hugues Capet et les ducs des Francs, ou ducs de France, ont un pouvoir assez étendu et finissent par accéder à la dignité royale en France en 987. Et alors donc ils ont leur domaine, le duché, c'est cette partie en bleu. Ils ont un royaume, mais les vassaux, le duc d'Aquitaine, le duc d'Anjou, le duc de Normandie, le duc de Bourgogne, lui prêtent foi et hommage de temps en temps, mais une fois que cet aveu de vassalité a été donné, ils vivent leur vie dans leur coin et ils vont voir d'autres, si vous voulez. Hein. On élit Hugues Capet, et Hugues Capet a bien du mal
a bien du mal à régner sur ce royaume. Il est en fait maître chez lui dans cette petite portion en bleu. Hein. Et vous voyez que même à l'intérieur de cette portion, il y a des trous. Et notre région, oui, fait partie des trous. Peut-être pas sous l'UKP, mais petit à petit, le comté de La Ferté-Alais entre en dissidence. Il entre en dissidence parce qu'il y a des jeux d'alliance. Il y a un vassal qui est assez turbulent, qui est le comte de Blois. Et le comte de Blois cherche un petit peu à rogner le pouvoir de ce petit roi de France, ce petit roi des Francs capétien qui a peu de pouvoir en réalité. Hein. Et alors, ces gens-là, ayant un petit domaine, ont leurs ministres, leurs grands officiers dans la région. Ce qui fait que le comte, châtelain de La Ferté-Alais, accède à de grandes dignités. Hein. Là, il y en a un qui est sénéchal, vous voyez, grands officiers de la couronne. Donc, Metz, qui est rattaché à ce comté de La Ferté-Alais, voit passer tout un tas de dignitaires du royaume de France, et en quelque sorte, il est d'apartie, quoi, si vous voulez. Hein. On est là, on est dans le fin cœur du royaume, si vous voulez. Hein. Et en particulier la ville, qui est vraiment, c'est Étampes. Les rois capétiens résident à Étampes. Hein. Étampes est un peu le Versailles des premiers capétiens, si on veut. Hein. Enfin, il y en a d'autres, il y a Compiègne, par exemple. Mais Étampes fait partie. Dourdan aussi est ville royale. Oui, oui, absolument. Dourdan est ville royale. Oui, oui, Dourdan est ville royale. Voilà, alors, j'ai mis... C'est un peu petit. Bon, enfin, mais écoutez, je vais pas m'apesantir sur ce plan, mais de UKP, c'est-à-dire avant l'an 1000, jusqu'à Louis VI le Gros, c'est-à-dire en gros 150 ans après, 130, 150 ans après, ce domaine royal tout petit ne bouge pas beaucoup. Mais on cherche quand même à récupérer. Et on mène assaut contre de grosses forteresses. Il y a, c'est marqué dans les livres, pour ceux qui ont des souvenirs de ce qu'ils ont appris à l'école primaire dans leur enfance, on dit le seigneur du Puiset, entre Orléans et Étampes, près de Toury, est un de ces seigneurs dont il faut absolument reconquérir les terres. Montlhéry fait partie aussi des terres un peu turbulentes que Louis VI le Gros essaie de reconquérir. Et La Ferté-Alais. Voilà, à un moment donné, le seigneur de La Ferté a mis en prison le seigneur de Corbeil, donc ça provoque un certain remue-ménage à la cour de France, et Louis VI le Gros, qui ne tolère pas ça, mais fait le siège du château de La Ferté. Et on arrive là, comme ça, environ à l'année 1108. 1108, il y a, je vais vous lire ça, il y a un texte. Les historiens savent que dans les registres, dans les revues de sociétés savantes, il y a une certaine société historique de Corbeil et de l'Essonne, hein, qui est présidée aujourd'hui par le père Gatineau. Mais il y avait, juste après-guerre, un certain Estournay, monsieur Estournay, qui a écrit un très long article, quasiment un livre, sur l'histoire de la seigneurie de La Ferté. Et alors, je vais vous en citer un petit exemple, c'est assez rigolo. Malheureusement, toutes ces histoires de famille sont extrêmement embrouillées et on est vite perdu dans les héritages, etc. Mais j'ai simplifié un peu les choses, mais vous allez voir. Le roi, c'est Louis VI, se laissant toucher par leur prière, envoya d'abord Anseau de Garlande à l'assaut du château de La Ferté. Hein. Anseau de Garlande qui est sénéchal du roi.
le sénéchal, qui avait ses affidés dans la place, pénétra pendant la nuit avec 40 chevaliers dans le premier retranchement. Mais n'ayant pu forcer la seconde porte avant l'arrivée de la garnison, cernés dans un espace étroit, l'obscurité et la difficulté du lieu rendant leur valeur inutile, ils durent fuir. Anceau, le sénéchal qui combattit le dernier, fut blessé, ne pouvant regagner la barrière, il fut pris et emmené dans la tour. Donc Louis VI arrive lui-même et prend le château. Alors lui, il prend le château. Hein, il prend le château. Mais alors à ce moment-là, il y a un passage assez rigolo qui est relaté par Estournel lui-même. Hein. Il dit Louis VI, arrivé enfin à la tête de ses troupes, mit le siège devant le château de la Ferté-Alais, dans lequel Hugues de Crécy, qui d'ailleurs n'était pas dans la forteresse, hein, usant de tous les stratagèmes, fit d'inutiles efforts pour rentrer tantôt sous les habits d'un jongleur, tantôt sous la robe et les oripeaux d'une fille de joie. Forcé enfin de céder au nombre et à la valeur de l'armée royale, il prit la fuite à travers les campagnes. Et alors, bon, évidemment, Louis VI entre dans le château et il est, en quelque sorte, il récupère la seigneurie de la Ferté qu'avaient eu ses ancêtres et il devient le seigneur de la Ferté. C'est pourquoi on dit, c'est dans les textes jusqu'à la Révolution, mouvant directement de la couronne. En quelque sorte, c'est un privilège. On a une terre royale depuis quasiment pendant 1000 ans. Quoi. Hein. Voilà, alors on en est à cette étape, et c'est là qu'on entre. C'est là qu'on entre dans. On va se rapprocher de l'histoire de Metz. Hein, je ne suis pas venu vous faire un cours d'histoire générale. Louis VI, seigneur de la Ferté, va administrer et il va tâcher de rapprocher tous ces biens du pouvoir parisien. Et donc, il prend la Ferté en 1108, hein, mais en 1115, il a ce prieuré qui est en face du château royal, et il fait donner la terre de Metz, hein, il fait donner une église et la moitié d'un moulin au prieuré parisien de Saint-Éloi. Alors, j'ai encore un autre texte qui a bien voulu me confier un monsieur que connaît bien Dominique, qui s'occupe de l'histoire locale de Saint-Maur, près de Paris. Et voilà, cet acte de 1115 dit ceci: au nom du Seigneur, d'Humbert, archevêque de Sens, savoir faisons à tous les fidèles du Christ, qui est venu à nous, Raynaud, seigneur de Saint-Éloi de Paris, nous prions de bien vouloir concéder et confirmer à perpétuité aux moines de la dite église de Saint-Éloi, l'église de Metz, dédiée, alors cette église est dédiée à Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, au pays des Tempes. Ainsi, donnant notre accord à sa requête, nous avons concédé et confirmé aux dits prieurs et moines de Saint-Éloi de Paris la donation libre et à perpétuité de la dite église avec les dîmes. C'est la grange qu'on vient de voir, avec les dîmes. La nonne, ça je ne sais pas ce que c'est, les spécialistes pourraient m'éclairer. Le vin, oui, on pourrait faire une digression là-dessus, mais il y a une vigne du roi à Metz. Hein. Les menus dîmes, à mon avis c'est la dîme sur les tontes des moutons, mais j'en sais pas plus, il faudrait fouiller. Et tous autres revenus que les moines pourraient retirer par la suite. Mais il faut savoir que nous avons à Metz une procuration pour 3 ans, dont nous recevons 2 parts des moines de Saint-Lomère. Et les moines de Saint-Lomère, c'est eux qui possèdent l'autre église, la seule qui nous soit restée, Saint-Médard. Vous voyez? Et alors on est là sur ce conflit. Demeurant dans cette même ville-là, c'est-à-dire village issu des Romains, hein, et la troisième part de la procuration est échue aux moines de Saint-Éloi. Alors, on imagine que
c'est la concurrence. Mais le roi essaie, c'est mon avis, ça peut être contesté, mais enfin je pense que c'est assez juste. Le roi de France sait qu'il a un rival qui est le comte de Blois, il sait que Hamès, en quelque sorte, ses moines de Saint-Médard et Saint-Lomère sont installés à Blois, donc la bagarre est là, sur ce terrain, si vous voulez, hein, avec un vassal turbulent. Donc, en donnant le pouvoir aux moines de Saint-Éloi de Paris, il bloque les avancées, les menées du comté de Blois sur son propre domaine. Alors, évidemment, vous pouvez dire, on n'est pas sûr, on n'est jamais sûr de rien quelquefois en histoire, mais enfin c'est tellement plausible, que je crois que, et ça correspond bien tout le temps, quoi. C'est tellement vrai que 5 ans plus tard, les moines de Blois, les moines de Saint-Lomère, viennent voir le roi Louis VI, qui revient de temps en temps à la Ferté-Alais dans son château. Et les moines de Saint-Lomère se font faire un papier par le roi, un acte, un diplôme, par lequel Louis VI reconnaît que les moines de Saint-Lomère sont aussi chez eux à Metz. Et ont aussi des droits qu'ils peuvent conserver. On en sera là comme ça pendant plusieurs siècles. Le successeur de Louis VI, son fils Louis VII, hein, il est là, est obligé de confirmer les mêmes avantages, le même partage de droits et de pouvoirs entre les uns et les autres. Il recommence. À ce moment-là, on est en 1141, vous voyez. Bon. Mais, alors je cite au passage, vous savez, Louis VII, c'est ce roi malheureux qui se fâche à la croisade au Moyen-Orient avec sa femme, qui est une certaine Aliénor d'Aquitaine. Et Aliénor plaque le roi de France et devient la femme du roi d'Angleterre. Hein, et elle apporte au roi d'Angleterre tout l'ouest de la France, de la Normandie jusqu'à Bordeaux. Hein. Vous voyez, ce pauvre Louis VII... enfin voilà. Bon. Louis VII essaie d'agrandir. Si Louis VII, d'un certain point de vue, ici, il arrondit les angles parce que par un système d'échange, il arrive à gagner le Gâtinais. C'est-à-dire que ce petit territoire, je vais repasser. Non, je vais passer à la photo suivante. Je vais passer à la photo suivante. Ouais. Ce petit territoire, bon, ils n'ont pas mis, mais enfin ils ont mis à chaque fois qu'il y a un petit point rouge, c'est les terres royales, là où le roi possède des droits. Hein. Donc ça s'agrandit et Louis VII en gagne encore un peu plus. On voit d'ailleurs qu'il y a La Ferté, il y a Milly, il y a Étampes, il y a d'autres petites pastilles rouges entre les deux. Je crois qu'il n'y a pas, c'est pas marqué Metz. Bon, enfin écoutez, excusez-moi, hein. On peut pas tout avoir. Mais on voit bien, hein, il a des terres au nord, c'est le pays de France. Hein, c'est l'origine du duché de France. Il y a quelques terres qui vont jusqu'à Lens, ce sont les terres qui sont héritées des rois carolingiens. Et puis, il y a une région qui est d'origine aussi au duché des Francs, au duc des Francs, c'est Orléans. L'Orléanais, Saint-Benoît-sur-Loire, c'est une abbaye royale, etc. Voilà, alors, celui qui va suivre, qui est un peu plus glorieux, c'est Philippe Auguste, qui est le petit-fils de Louis VI et le grand-père de Saint-Louis. Lui, il a grandi. Quand il arrive au pouvoir, c'est ce terrain en bleu, là, vous voyez, ils ont gagné Bourges, ils ont gagné... Mais, à la fin, Philippe Auguste va gagner l'Auvergne, il va regagner la Normandie, 1204, c'est connu. Voilà.
c'est l'époque en quelque sorte où les grands officiers de la couronne ne sont plus de chez nous, si vous voulez. Là, il a plus de monde autour de lui et il va chercher ces hommes de pouvoir un peu plus loin et on sera en quelque sorte un peu moins dans le cœur du système du gouvernement du royaume. C'est dommage pour l'histoire de Metz, si vous voulez. Mais voilà. Alors, Philippe Auguste, lui aussi, en 1190, eh bien, il est obligé à nouveau de refaire un acte par lequel il confirme le partage de la terre de Metz entre les moines de Saint-Lomère de Blois et les moines de Saint-Éloi de Paris. Ça recommence. Et ça recommence en particulier parce que le seigneur de La Ferté, qui a un pouvoir de grand féal dans le coin, hein, notamment sur Metz, c'est un certain Guillaume des Barres, dont j'ai déjà parlé l'année dernière, parce que je vous l'ai dit, Guillaume des Barres est un preux chevalier qui va à la croisade, et quand il n'y a plus de croisade, c'est un homme qui concourt dans les tournois, et notamment il rompt des lances contre Richard Cœur de Lion. Cet homme de pouvoir, comment dire, on lui dit hein, qu'il doit conclure, il doit continuer. Il a ce comté de La Ferté-Alais, en quelque sorte, vous connaissez le mot, peut-être en apanage. Hein. C'est-à-dire que cette terre lui est donnée sa vie durant. Il n'est pas propriétaire de cette terre, mais enfin, il en a la jouissance, si vous voulez. Et il est obligé, le roi de France l'oblige, Philippe Auguste l'oblige à reconnaître ce partage des territoires sur Metz. C'est un acte qui est de 1190. Alors, j'en ai un peu fini avec le petit cours d'histoire de France. On va arriver maintenant à ce que c'est que ce prieuré Saint-Éloi de Paris auquel on a donné la terre de France. Voilà. Donc pas de prieuré Saint-Éloi de Metz, mais un prieuré Saint-Éloi de Paris. Et si vous repérez un peu tout ça, vous voyez, il y a le bras droit et le bras gauche de la Seine. Donc on est dans l'île de la Cité. La cathédrale Notre-Dame hein, existe déjà. L'Hôtel-Dieu de Paris, l'hôpital, n'est pas tout à fait au même endroit qu'aujourd'hui. Il est plus près de la Seine. Et celui-là, il va brûler. Et puis, on continue. Alors, aujourd'hui, tout ça, c'est la préfecture de police. Hein, la préfecture de police de Paris. Mais ça n'existe pas. Et là, il y a le prieuré Saint-Éloi de Paris. Et on franchit la route. En gros, aujourd'hui, le boulevard du Palais. Hein, et on arrive de l'autre côté sur ce qui est aujourd'hui le Palais de Justice. Mais le Palais de Justice de Paris, c'est à cette époque le palais du roi. Les Capétiens se logent là, dans l'île de la Cité. Là, il y a la Sainte-Chapelle, mais la Sainte-Chapelle, à l'époque dont je vous parle, n'est pas encore construite. C'est Saint-Louis qui fait construire la Sainte-Chapelle pour loger les restes de la vraie croix qu'on lui a offert. Hein. Mais enfin, bon, elle est citée. Alors oui, non, elle est citée Chapelle Saint-Michel, mais la Sainte-Chapelle est là, voilà, vous voyez. Et le palais est là. Bon, en gros, les tours de la conciergerie qu'on voit encore dans Paris, hein, qui sont debout, ce sont les restes du palais royal des Capétiens. Hein. Alors, ce prieuré Saint-Éloi, il a lui-même une histoire, assez riche. D'abord, il est issu d'une très vieille abbaye de Paris, qui est l'abbaye Saint-Martial. Et l'abbaye Saint-Martial, probablement, elle remonte aux Mérovingiens, au VIe siècle, 6e ou 7e siècle. Et on sait que à la fin de l'ère des Carolingiens, il y a un prieuré de femmes qui est à cet emplacement-là.
Et c'est d'après tout ce que l'on sait par recoupement, ce serait le lieu des amours d'une certaine Héloïse avec le clerc à Bellard. Voilà, bon, Jean-Claude n'est pas sûr. C'est écrit quelque part, je vous le dis sous condition. Je vous le dis sans condition, ça ne prouve pas grand-chose peut-être. Enfin, écoutez, le moine, clerc, philosophe, dont l'existence est attestée, Il a sûrement enseigné. a sûrement enseigné au prieuré Saint-Éloi de Paris. Mais, voilà, enfin, je cite ça pour la bonne bouche, mais il y a quand même un truc qui est politiquement particulier, c'est que dans l'année qui a suivi le scandale, Suger, le grand ministre de Louis VI le Gros, ferme la maison, il expulse les femmes, il met des hommes à la place. On va savoir pourquoi. Hein. Ouais. Et alors, c'est à ce moment-là qu'intervient notre charte de 1115. C'est à ce moment-là que ce prieuré est confié, donné en tutelle à l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés. Et toute l'histoire, c'est là qu'est créée cette seigneurie de Saint-Éloi de Metz, hein, dont j'ai essayé déjà de vous retracer les... Mais vous voyez, c'est intéressant de retisser les liens, les liens avec l'histoire de France, dans cette seigneurie. Alors, le prieuré de Saint-Éloi de Paris a beaucoup de biens. Notamment, il est propriétaire de toutes les terres qu'on appelle encensives, c'est-à-dire le roi leur a confié, leur a donné en aumône une grande terre, c'est le quartier du Marais. C'est pas rien, hein. Et ça coûte, ils vont vendre, ils vont être très riches. Et d'ailleurs, il y a tous les hôtels particuliers qui vont se construire progressivement, l'hôtel de Sens et l'hôtel de Saint-Paul, où vivront les rois un peu plus tard. Ils vont délaisser un peu le palais royal, ils vont aller à l'hôtel de Saint-Paul. Charles V vit à l'hôtel de Saint-Paul, il vit plus dans l'hôtel il vit plus dans le château de la Cité. Voilà, donc il y a d'autres lieux. Hein. Il y a un lieu que, si vous prenez la route de Chartres vers Verneuil-sur-Indre, vous passez dans un petit bled qui s'appelle Chenevière. Et là, il y a une vieille chapelle abandonnée. C'est aussi une possession du prieuré Saint-Éloi de Paris. Et puis alors, il a beaucoup de villages, de paroisses dans les environs immédiats. Il a Belleville, il a Montmartre, il a Villeneuve-le-Roi, Arcueil, Gentilly, Orly. Ça fait un bon patrimoine quand même. Alors, on peut être fier de faire partie. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas si longtemps, ah, vous deviez être très loin de Paris ici autrefois. J'ai dit non, pas du tout. Je crois que c'est l'inverse. On a des relations, évidemment, il fallait un certain temps pour aller à Paris, mais on est tout près de Paris ici, d'une certaine manière. Et par ce biais-là, le comté de la Ferté faisant partie du domaine royal, on est dans ce qu'on appelle la région. Après, on va créer des sortes de départements dans la prévôté, vicomté de Paris. Metz est contenu dans la prévôté, vicomté de Paris, à la différence des temples. Hein. Ce qui fait que nous allons avoir la même coutume que Paris. Nous sommes en pays de coutume de Paris. C'est-à-dire que les poids et mesures, le droit fiscal, la justice, tout ça est la même qu'à Paris. Et s'il y a un contentieux, il relève de la justice royale et de ce qu'on appelle la justice du Châtelet. Hein, là, je crois qu'il était à l'emplacement où il y a le théâtre aujourd'hui. Le Châtelet, c'est là que les notaires, les baillis... Ça se passe beaucoup plus tard, c'est pendant cette trêve entre la première guerre de 100 ans, on va dire, l'époque Croissy-Azincourt, et puis après il y a la bataille de Poitiers, puis ensuite Jeanne d'Arc et Charles VII, mais à un moment donné,
la guerre de 100 ans s'arrête un peu, s'éteint, et on est... C'est la grande peste. C'est Charles V. Voilà, il y a la Grande Peste, et puis après, Charles V, le dauphin Charles V, essaie de concentrer, d'apaiser le royaume. Mais au début, il a du mal. Il y a beaucoup de dettes, le pouvoir parisien est extrêmement turbulent, c'est l'époque Étienne Marcel, qui finira, qu'on va tuer, qu'on va finir par tuer. Mais Étienne Marcel investit avec des émeutiers le château royal. Et d'où part-il avec ces 2 ou 3 000 émeutiers? Eh bien, il part du prieuré Saint-Éloi de Paris. Hein? Je vous lis ça. Jeudi matin 22 février, ayant attendu les conclusions des États et profitant de ce que les députés provinciaux n'ont pas tous quitté Paris, le prévôt des marchands rassemble en plein cœur de la cité dans l'enceinte du prieuré Saint-Éloi 3000 hommes des métiers convoqués en armes. Et après, ils vont aller dans le palais royal, ils vont mettre sur la tête du petit dauphin, enfin, je ne sais plus, il a 18 ans ou 16 ans, le bonnet des couleurs de Paris, et puis surtout, ils vont tuer les maréchaux qui sont de sa famille autour du roi, hein, qui va penser qu'il a des craintes pour sa vie lui-même. Alors, je lis la note de bas de page quand même, parce qu'elle est instructive pour nous, et elle nettoie toute ambiguïté. Le prieuré Saint-Éloi, à l'emplacement actuel de la préfecture de police, est encadré par les rues de la Vieille Draperie, de la rue aux Fèves, de la Calandre et de la Bariguerie, celle-ci longeant la façade orientale du Palais Royal. Vous voyez, tout ce monde est très proche. Alors je vais quand même en venir à notre seigneurie de Saint-Éloi sur Metz, et je ne quitterai plus Metz là. Hein. Mais enfin, je pense que c'était intéressant de resituer pour qu'on voit l'importance, le poids qu'avait ce pouvoir seigneurial ici même. Voilà. Alors, ça, en fait, c'est une reprise de ce que vous avez là, mais comme c'est un peu dans l'ombre et un peu petit, c'est mieux ici. Donc, la rue du Prieur, ça c'est le plan de 1779. La rue du Prieuré Saint-Éloi s'appelle la rue Saint-Éloi tout court, ce qui, à mon avis, est plus vrai. Hein. Et alors, là où nous sommes allés, l'entrée, la porte cochère, elle est là, et vous avez là un ensemble de bâtiments très concentrés, avec un jardin avec des allées qui se croisent. Ça laisse penser que c'est un domaine seigneurial. Hein. C'est là qu'on étaye un peu son jugement, et c'est comme ça, moi, il y a quelques 30 ou 40 ans que j'ai fini par me dire, mais oui, bien sûr, cette seigneurie Saint-Éloi, elle est là. Et puis après, je suis tombé sur cet acte qui disait Grange d'Imerès. Dans cette cour où nous sommes allés, c'est attesté aussi. Hein. Là. Voilà. La Grange d'Imerès est là, et à l'époque, elle est déjà subdivisée, mais elle va jusqu'à la rue. Elle va jusqu'à la rue. Encore une chose, peut-être, carrefour du Château-Gaillard, c'est là qu'on a notre boulanger, hein, le boulanger du bas. Mais Château-Gaillard, ça veut dire petite forteresse. Alors, existait-il, associé à la seigneurie de Saint-Éloi, un ensemble fortifié, peut-être associé à une porte de Metz? Voilà, je vous laisse, j'en suis pas sûr, mais je vous le signale quand même, on peut tomber juste, en le disant, quoi. Thierry, la rue des Grenouilles, c'est quoi maintenant? C'est la rue de la République. Ah, c'est la rue de la République. Voilà. Ouais. La rue des Grenouilles, c'est la rue de la République. Alors, je vais vous montrer
d'autres cartes de la même époque, prise plus large, hein, c'est un plan général de Metz, hein. Mais bon, l'ensemble est toujours là, et les 3 parcelles qui constituent la Grange Audine sont là, vous voyez. Par là, on est sur le parc du château. Alors je continue, car après on se rend compte de certaines choses. Voilà le cadastre Napoléon, donc 100 ans plus tard, et on a fait du vide, c'est là, hein. La cour est là, mais on a fait du vide. Il y a des bâtiments qui ont disparu. Ça, c'est toujours intact. L'espace Grange Audine existe toujours bel et bien. Je continue. Ça, c'est le plan cadastral des années 50, qui a longtemps été comment dire, notre outil de travail à Metz, hein. Alors, voilà. Donc, c'est ici, avec les bâtiments qu'on a reconstruits sur le vieux mur, le mur très haut. La Grange Audine existe toujours, mais il y a déjà un bâtiment qui a été descendu, hein. Il en reste un. Mais voyez comment l'histoire s'efface. Ce lieu seigneurial n'a plus d'existence. Les gens s'émorcelaient, les gens se l'approprient, et puis la mémoire s'efface. Et maintenant, si on n'était pas là pour raconter tout ça, ça finirait par devenir un très vague souvenir, pour ne pas dire rien du tout, quoi. Hein? Oui, pardon. À quel moment auquel la rue Saint-Éloi est devenue rue du Prieuré Saint-Éloi, puisque là, c'est encore marqué la rue Saint-Éloi. Non, non, rue du Prieuré Saint-Éloi. Ah, il est décalé. Bah, je pense que c'est 1890-1900. Hein, j'ai été clair. Oui. 18. Au tournant du XXe siècle, on a intitulé cette rue du Prieuré Saint-Éloi. Alors je continue, et là nous avons les magnifiques vues aériennes. Ah ben c'est lui qui veut pas qu'on le dise, alors c'est Dominique qui a pris ses vues. Voilà, et en fait c'est très bien parce que, alors, voilà la cour dans laquelle on a pénétré, hein, et voilà le reste de la Grange Audine, qui est à peu près celle qui est dans l'état de ce que nous avons. Oui, ça, ces photos, elles ont 10 ans peut-être, ou 5 ans. De la période Covid, alors, donc elles ont 5 ans. Alors, voilà, donc vous voyez comment dire, cette évolution d'urbanisme, hein, dans lequel on essaie de retrouver les traces du passé. Il y a plusieurs vues. Voilà, celle-là, voilà, ça ne fait pas sauter, on la voit encore. Bon, écoutez, si on s'y retrouve, c'est à peu près la même chose. Voilà la cour, hein, la cour dans laquelle on est resté un moment, et puis la cour du voisin, avec la Grange Audine, ou ce qu'il en reste, si on veut, puisqu'on sait maintenant qu'elle s'étendait jusqu'en pignon sur la rue. Ce qui est très probable, parce que quand même, pour entasser toutes les gerbes des paysans de Metz, il fallait un espace un peu plus grand que celui-là, je crois. Hein. C'est assez clair. Hein. C'est assez clair. Alors, je continue encore. Voilà, ça, c'est un peu plus près. Grange Audine,
Saint-Éloi, quoi. Hein, la cour Saint-Éloi. On pourrait la baptiser comme ça, cette propriété. La cour Saint-Éloi. Ça serait pas mal. Voilà, ça j'en reparlerai tout à l'heure. J'en reparlerai tout à l'heure parce que je vais quand même vous faire un petit chapitre sur le pouvoir de la seigneurie de Saint-Éloi. Le pouvoir de la seigneurie de Saint-Éloi dans Metz. Hein, ce qui est pas mal quand même. Hein. D'abord, j'ai très peu parlé du moulin. Le moulin de Saint-Éloi est donné en même temps que l'église, mais en fait il a une destinée à part parce qu'on en fait une seigneurie, un fief qui a son propre pigeonnier. Et je pense qu'il a une destinée un peu différente. Voilà, il est loué. Très vite, il est loué à des meuniers qui sont des roturiers. Et il passe de seigneurie en seigneurie. Il se détache de la seigneurie de Saint-Éloi, elle-même. Je parlais au début d'un autre lieu-dit de Metz qui s'appelle Saint-Éloi. C'est les côtes qui sont, lorsque vous montez la route pour aller à Milly-la-Forêt, à gauche c'est Malabry, oui, et Fulchiron, et à droite c'est ce qu'on appelle les bois de Saint-Éloi. Les Messois savent ça, peut-être que le mot se perd un peu, mais ce sont les bois de Saint-Éloi. Et si on regarde sur le cadastre, c'est la plaine de Saint-Éloi. Et ça signifie quelque chose. La plaine, en toponymie, c'est le lieu où les moines défrichent. Les moines de Saint-Éloi ont fait ce défrichement de ce lieu, mise en culture, et dans les actes récents du XVIIIe siècle, de la fin de la féodalité, on dit c'est un lieu qui a été reboisé. Et en effet, c'est un des rares lieux de Metz où les arbres sont plantés en haute futaie. Ici, on a beaucoup de taillis assez médiocres, hein, mais sur Saint-Éloi, vous avez un petit espace de bois qui est avec une belle futaie entretenue. Hein. Enfin, ce qu'il en reste, peut-être, elle n'est peut-être pas si bien entretenue que ça aujourd'hui, mais voilà, c'est le reste seigneurial de ce bois qui est encore désigné dans les actes de la seigneurie de Metz, la seigneurie du château à l'époque, juste à la veille de la Révolution. Alors, que représente cette seigneurie dans Metz? Que représente cette seigneurie dans Metz? Il y a plusieurs fermes qui sont rattachées. Il y a la ferme de Bretonvilliers. Hein, on le sait parce qu'il y a un acte qui désigne la seigneurie de Saint-Éloi de Paris se défait, fait un échange en réalité. C'est un échange et Bretonvilliers fait partie de l'échange. Il disparaît du patrimoine de Saint-Éloi de Metz. On est au XVIe siècle. Hein, et c'est fait pas par n'importe qui, c'est fait par le cardinal évêque de Paris. À l'époque, Paris n'est pas encore archevêché. C'est un du Bellay. La grande famille du Bellay, le cardinal du Bellay, échange la ferme de Bretonvilliers contre un autre domaine, parce que, bon, voilà, il a des besoins. Je vous en dirai peut-être un ou deux mots tout à l'heure. Il y a aussi la ferme de la Chartrie. Alors, cette ferme a totalement disparu, mais si vous dépassez les lotissements de Metz en direction de Courdimanche, il y avait là deux belles fermes, petite et grande Chartrie. On dit la Chartrie dans l'ensemble. Hein. Il y a, de part et d'autre du chemin, il y a deux trous. Ça, c'est l'emplacement des fermes de la Chartrie, domaine seigneurial rattaché à la seigneurie de Saint-Éloi, de Metz. Je vous en reparlerai un peu en détail tout à l'heure, vous allez voir, c'est assez pittoresque ce détail des biens de la seigneurie de Saint-Éloi au moment de sa disparition à la Révolution. Alors oui, il y a un phénomène au milieu du Moyen-Âge, 1280, c'est l'époque
où on affranchit les cerfs, les cerfs. On affranchit le servage, et donc il y a un cerf franc de Metz, un dénommé Robin, surnommé Becquet, c'est dans les textes, hein, qui est affranchi par l'abbé de Saint-Maur, Pierre de Chevry, 1280. Hein. Tout ça, ça situe dans l'histoire, ça situe les choses. Et puis, alors, autre date qui est dans les archives, nous savons qu'en 1408, le prieur de Saint-Éloi de Paris fait construire à Metz une petite maison entre les deux églises. C'est ce qui sera notre maison de justice. C'est ce qui constitue aujourd'hui notre passage, hein, entre la poste et la mairie. Il faut savoir, c'était bouché là, et on ne passait pas, il y avait ce qu'on appelle la maison de justice. Là où était le représentant du prieur de Saint-Éloi, c'est-à-dire le prévôt. Le prévôt de Metz, le prévôt de Saint-Éloi de Metz, rendait la justice dans ce lieu. Et alors cette justice, c'est pas n'importe quoi. C'est haute, moyenne et basse justice. Et surtout, la haute justice, ça veut dire qu'on peut prononcer la peine de mort. Hein, on peut prononcer... Alors, j'ai pas de traces, on ne sait pas qui... Je n'ai pas jamais trouvé qui avait été condamné à mort par le seigneur le prieur de Saint-Éloi de Paris, seigneur de Metz. Ça je n'ai pas trouvé. Mais c'est redit dans tous les textes. Haute, moyenne et basse justice. Et ce texte de 1407 est assez particulier parce que, à nouveau, il fait mention de l'autre communauté de Saint-Lomère, et il dit que les moines de Saint-Lomère ont le droit de passer dans la maison de justice pour aller d'une église dans l'autre. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose, il y a comme un climat de concurrence, quoi, d'adversité, et c'est pour ça, ce petit bourg, peut-être ne méritait pas d'avoir 2 paroisses, mais enfin, on va avoir, comme une ville importante, on va avoir 2 paroisses jusqu'à la Révolution. Et ça vient de là, évidemment. Hein. Ça vient de là. Et puis, si on fouille un peu plus, on voit qu'il y a des procès. Le prieur de Saint-Éloi de Paris fait procès à l'abbé de Saint-Lomère de Blois ou au prieur de Saint-Médard de Metz pour le partage de la dîme sur la tonte des moutons. Moyennant quoi, il est rendu justice au prieur de Saint-Éloi qui doit, comme c'est lui qui possède la grange aux dîmes, c'est quand même lui qui a raison. Mais enfin, on sent bien qu'il y a on va dire, il y a comme un climat de concurrence. Quoi, hein. C'est aussi, très certainement, grâce à ce pouvoir, Seigneurie Saint-Éloi de Metz, qu'il y a des fortifications qui s'élèvent autour de Metz. Dès le XIVe siècle, on dit la ville de Metz. Qui dit ville de Metz, ça veut dire bourg fortifié, bourg enfermé. Hein. Bon, si vous regardez le vieux plan, on n'a pas fait ça là, mais vous savez, puis on a déjà fait cette promenade en son temps, il y a quelques années, le tour des fortifications. Ce sont les fortifications, on les connaît du XVIe siècle, mais il est très probable qu'il y avait déjà une autre enceinte, plus courte, plus resserrée sur Metz, qui passait par une des rues qu'on a empruntées tout à l'heure. Et puis, il est dit que les moines de Saint-Éloi exercent la haute, moyenne et basse justice sur la ville et ses faubourgs. Donc, nous avons des faubourgs. Or, comme on ne sait pas bien qu'est-ce que c'était que les faubourgs de Metz, il n'y en a plus. Hein, c'est illisible. Mais si on consent à se dire il y a un petit bourg refermé au centre, on s'aperçoit finalement que le bout de la Grande Rue, le bout de la rue Saint-Éloi, le bout de
de la rue du Bon-Puits. Ce sont les faubourgs de Metz. Le faubourg sur un noyau plus resserré. Et ça correspond assez bien. Hein. Tout ce qu'il y a à l'extérieur. Oui. Tout ce qu'il y a à l'extérieur. Oui, voilà. Ouais. Alors, oui, il y a quand même encore, un fait historique assez, on va dire, qui est lié à l'histoire de France. On est en 1482 maintenant. On est sous Louis XI. Et Louis XI a une sorte de conseiller spécial, officier des basses œuvres, quelquefois, qui s'appelle Olivier le Daim. Olivier le Daim est seigneur de Vers-sur-Essonne, mais c'est un homme très ambitieux. Il achète beaucoup de... Et c'est l'époque où on commence à mettre en commande les biens de l'Église. Donc, je pense que c'est l'époque où les prieurs de Saint-Éloi de Paris commencent à se dessaisir. Ils ont moins de sous, il faut faire vivre la communauté, qui d'ailleurs va être dissoute un peu plus tard. Et donc Olivier le Daim devient seigneur de Saint-Éloi de Metz. Malheureusement, ce pauvre Olivier le Daim, à la mort de Louis XI, on va le tuer, comme beaucoup de favoris à la mort de leur maître. Il y en aura d'autres exemples dans l'histoire de France, mais celui-là, il n'y échappera pas. Et la seigneurie de Saint-Éloi retourne à d'autres seigneurs. Mais vous voyez, vous avez ça. Et en quelque sorte, ce pouvoir de Saint-Éloi va finir par se fondre avec un pouvoir montant qui est celui du châtelain. Le château hors les murs, le château de Metz, le château des Murs, dont j'ai parlé l'année dernière, et les Hureaux, qui sont des gens ambitieux, qui ont de l'argent, qui sont dans la diplomatie, ambassadeurs à Venise, ambassadeurs à Londres. Ils vont acquérir les droits de la seigneurie de Saint-Éloi, et on va dire les officiers royaux. On va dire que les officiers de la seigneurie de Metz vont récupérer les biens, les droits de la seigneurie de Saint-Éloi, et c'est eux qui vont s'accaparer tout ce bien avec la Grange-aux-Dîmes, etc. Bon, alors, cette histoire devient, hélas, un peu moins intéressante, un peu moins rebondissante, mais je ne résiste pas à vous donner, ce que cette seigneurie vaut à sa dissolution à la Révolution. Hein? Donc, il y a la ferme de la Chartrie. Oui, on le voit bien, hein, j'avais mis ça sur l'affiche, mais là, je vous le donne en détail. La ferme de la Chartrie, louée, 1200 livres. La ferme de la Chasse, on sait vaguement où c'était sur les terres de M. Denise, sur les plateaux, là où il y avait des noyers, des tilleuls, hein, autrefois. La ferme de la Chasse, 750. Le Moulin Neuf était sûrement partagé entre les deux communautés Saint-Médard et Saint-Éloi. Hein. Enfin, on dit le Moulin Neuf, 600 livres. Le Moulin de la Ville, 550. Le Petit Moulin, à mon avis, c'est le Moulin Brézé, 500. Le Grand Moulin, c'est le Moulin Saint-Éloi. Il ne vaut que 600. Je ne fouille pas en détail, c'est assez bizarre. Bon. Rente foncière et seigneuriale, 280 livres, 100 en argent, 94 livres, plus, alors écoutez bien, 18 chapons, à 20 sous, ce qui fait 18 livres, évidemment, plus 23 poules et poulets, ce qui fait 11 livres, 23 boisseaux et demi d'avoine, à la mesure des temples. 14 boisseaux au sac, ce qui fait 4 sacs et 12 boisseaux à 3 livres, égale 37 livres. 5 boisseaux de blé, 10 livres,
un sac et 2 boisseaux à la mesure de Milly. À 8 livres, ce qui fait 19 livres. Un sac, c'est un quintal. Merci. C'est un quintal. Ouais. 7 sacs d'avoine à la mesure de Metz, ce qui permet de savoir qu'il y avait une mesure qui était certainement dans les attributions de cette seigneurie de Saint-Éloi. Elle avait sa propre mesure. C'était elle qui gérait la foire. Hein. Les foires de Metz, Sainte-Catherine et l'autre, voilà. Et donc, mesure de Metz, hein, plus, il est dit à la fin, plus les dîmes et les champards. Soit au total 6663 livres. Chiffre calculé à la veille de la Révolution, enfin, au début de la Révolution, en vue de la vente des biens supprimés par les privilèges, par la nuit du 4 août, hein, je crois. Hein. Voilà, c'est un peu ce que la fin de ce que j'avais à dire, parce que cette seigneurie s'éteint avec cette mise en vente à la Révolution. Mais je pense que malgré tout les faibles restes que nous pouvons rencontrer aujourd'hui, c'est important. S'il n'y avait eu qu'à Metz que ce château hors les murs, c'était un petit domaine, un petit revenu, et on sent bien que on peut classer Metz comme étant un bourg de seigneurie ecclésiastique. Quoi. Voilà. Essentiellement, c'est ça qui constitue Metz pendant des siècles, et qui à un certain moment a fait sa richesse. Voilà ce que j'avais. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais voilà ce que j'avais à dire sur la seigneurie de Saint-Éloi. On a fait le château l'année dernière. Peut-être que je vous parlerai l'an prochain du prieuré de Saint-Médard, l'autre entité religieuse dont on a gardé l'église et qui occupe aussi une grande part de la vie de Metz, notamment avec une maladrerie. Voilà, il y a une léproserie à Metz. On ne sait pas très bien où elle était. Enfin, on a. Rue des Loges. Hein? Rue des Loges. Non, c'est la folie. Elle serait. Oui. Ah, la folie, oui. Non, elle serait à la limite de Metz, à Tramerol. J'ai vu quand j'ai fait mes recherches, quand je suis en train d'écrire des choses sur Metz, Ouais. et je l'ai vu, c'est appelé un Tramerol. Voilà. Il y a un chantier dit de la maladrerie à Tramerol, et on peut dire que voilà, ce serait là, quoi. J'ai rien dit de l'église Notre-Dame. Bon, c'est peut-être un manque. L'église Notre-Dame n'est pas vraiment une propriété de la seigneurie de Saint-Éloi, mais le prieur de Saint-Éloi est le collateur de l'église Notre-Dame. C'est là où on est, l'église Notre-Dame, hein, la mairie. Si vous avez ces murs-là, ici, hein, c'est parce que c'est un reste de l'église Notre-Dame de Metz, hein, l'autre paroisse. Et le prieur de Saint-Éloi, le prieur de Notre-Dame de Metz, c'est le prieur de Saint-Éloi de Paris. Le collateur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est financier. C'est lui qui récupère les bénéfices des biens de cette oui, et c'est lui qui redistribue. Et comme il en redistribue de moins en moins, ce qu'il redistribue au curé de Notre-Dame pour vivre, c'est ce qu'on appelle la portion congrue. C'est de là que vient cette expression, la portion congrue. Les curés, c'est ce qui fait basculer les curés dans le camp de la Révolution d'ailleurs, parce qu'ils ne bouffent pas grand-chose, ils ne sont pas contents de... Voilà, ouais. Voilà, écoutez, voilà, j'ai terminé mon tour d'horizon.